et à tous. Je vous remercie de votre présence, d'être aussi nombreux. Je vous demande d'accueillir notre député, Philippe Schreck. Merci beaucoup, bonsoir, et c'est avec beaucoup de plaisir et aussi un peu d'émotion que je présente pour la première fois en tant que député mes vœux ici à Flyosque. Madame la maire, chère Karine, déjà merci pour cet accueil dans ce village que, tu le sais, ce village qui est cher à mon cœur. Devenu député, je n'abandonne pas Flyosque. Et je compte même porter très bientôt à nouveau ses couleurs, raquette en main, comme je l'ai déjà fait. Il s'agit d'un premier message cette soirée, envoyé à mon ami le président du club tennis de Flyosque. Je suis, si le niveau le permet, c'est-à-dire s'il est bas, je suis Nicolas sélectionnable, à nouveau. Je suis, pour être quand même plus sérieux et protocolaire, très sensible et touché par la présence de plusieurs personnalités, à commencer par monsieur le général Yvan Martin, commandant des écoles militaires de Draguignan, commandant de l'école de l'infanterie et commandant de la base de défense au quartier Bonaparte de Draguignan. Mon général, oui, vous avez raison. Mon général, je reçois, et beaucoup de personnes ici, avec moi, votre présence comme un vrai honneur. Je vous remercie de votre démarche. Vous le savez, ma circonscription, la 8e du Var, qui est la plus grande du Var, mais qui est aussi la plus belle, est indissociablement liée à nos armées et aux femmes et aux hommes qui la composent et qui la servent. J'associe naturellement à cette reconnaissance et à cette gratitude sincère des personnalités importantes. Monsieur le commissaire de police, merci d'avoir fait le déplacement. Je remercie également les représentants des brigades de gendarmerie de Draguignan, de Brignoles, de Fayence qui sont venus, et c'est pas en ces temps de tension en matière d'effectifs, c'est pas anodin de le faire. Merci pour votre présence. Militaires, policiers, gendarmes, pompiers, fonctionnaires pénitentiaires, je vous le dis, vous pourrez en circonscription, à Paris, en toutes circonstances et chaque jour, compter sur mon implication, sur mon dévouement et sur mon soutien. Je salue les associations patriotiques également et leurs représentants. Chers amis, j'ai parfaitement conscience, et notamment grâce à vous, que l'on ne peut se projeter dans l'avenir que si l'on connaît le passé et que si l'on respecte la mémoire, les mémoires, les sacrifices et le sang versé. Mille merci, bien entendu, aux maires présents. Ils sont nos élus au quotidien, ils sont nos élus de proximité, ils créent tous les projets qui accompagnent nos vies, celles de nos aînés, celles de nos enfants. Ils pensent les projets, ils les créent, ils les financent, ils les entretiennent. Et membre de la commission des finances à l'Assemblée nationale, je connais les contraintes des collectivités territoriales qui vont croissantes. Donc, outre Karine Alster, que j'ai déjà salué, mais comme nous accueillons, elle mérite d'être saluée 2 fois, je salue monsieur Martin, maire de... En plus, j'ai toujours plaisir, monsieur le maire, d'aller chez vous, dans ce village auquel je suis très attaché. Monsieur Christophe Carrière, maire de Sian-la-Cascade, votre présence me touche énormément, je vous en remercie. Je vous dois une visite à présent, je la dois surtout à vos administrés, et vous me verrez sous peu. Merci en tout cas pour votre courtoisie. Je salue naturellement Roland Balvis, le maire de Villecroze, que je connais depuis longtemps et que j'apprécie. Madame, Messieurs les maires, votre présence ici parmi nous, contrairement à ce que pourraient penser quelques esprits aussi chagrins que étroits, n'est pas le signe d'une proximité politique, mais d'une courtoisie républicaine que nous nous devons et que surtout nous devons à nos concitoyens. Merci pour cette présence, mais j'ai bien sûr une pensée pour les élus qui se sont manifestés,
qui s'excusent, qui m'ont appelé avec gentillesse et qui sont naturellement confrontés en janvier à un agenda chargé. Il y a plusieurs cérémonies de vœux en même temps en ce moment même, un agenda contraint. Souvent, les élus sont aussi victimes d'un éloignement géographique compréhensible, puisque vous connaissez tous l'étendue de la 8e circonscription du Var. Elle représente quasiment en surface la moitié de notre département. Si le général de Gaulle, en 1958, évoquait les Français de Dunkerque à Tamanrasset, je peux bien plus modestement évoquer ceux de Tanneron à Vinon-sur-Verdon. Alors, bien sûr, il demeure, je ne voudrais pas oublier les absents, ce serait dommage, il demeure quelques maires, je ne vais pas citer leurs noms, qui, un petit peu, ignorent, méprisent le suffrage universel, feignent l'indifférence. Alors que, les choses soient claires, leur rancune ne me touche pas. J'allais même dire qu'elle nourrit ma motivation. Mais ce faisant, c'est pas moi en vérité qui suis touché, c'est leurs administrés. Ce manque de respect dans l'indifférence est une attaque faite à leurs administrés, pas aux députés. Qu'ils n'oublient pas, si je peux donner un conseil, ils sont tout à fait gratuits, qu'ils n'oublient pas que tous et sans exception, à l'issue des derniers scrutins, présidentiels comme législatifs, ils sont dans leur grande ville ou village minoritaires, et je n'ai pas prévu de me reposer en 2026. Merci pour eux. J'associe à cette aimable absence, et j'en profite pour présenter mes vœux à la presse, qui n'est pas là, et à Var Matin, qui a donné comme consigne de ne suivre aucun vœu de quelque député que ce soit du Var. Je salue ce drôle de pluralisme, et cette absence ne me fait pas regretter, on a de la caméra, donc ils sauront, cette absence ne me fait pas regretter une seule seconde d'avoir présenté en commission des finances un amendement visant à l'abrogation des avantages fiscaux qui bénéficient aux journalistes, une niche fiscale inutile qui a été sauvée par le gouvernement, récompensée de la connivence journalistique. Ça c'est pour eux, je représenterai l'amendement en 2024, en 2025, en 2026, en 2027, et en 2027, on risque de passer. Vous le savez, un député promet, tous les hommes politiques promettent, vous le savez, mais c'est vrai que on n'est pas en tête d'un exécutif. On n'accorde pas de subventions, pas d'emploi, pas de permis, pas d'autorisation, toutes ces décisions qui sont dures à prendre. Donc, je veux surtout remercier tous ceux qui sont ici présents. Vous me touchez énormément, votre bienveillance fait chez moi une vraie émotion. Je vais en oublier, mais je sais que vous venez tantôt de Tanneron, je pense à Michael, il faut venir de Tanneron quand même, janvier au soir. Je sais que vous venez de Régus, le village dont est issu Éric Pellerin, mon suppléant que je salue, puisque c'est mes vœux, mais c'est ses vœux aussi. Je sais que vous venez de Bruyoriac, où j'étais il y a quelques jours, de Comps, j'adore Comps, j'y vais également régulièrement. Je vous le dis, votre présence me touche. Je voudrais également saluer, parce que il faut choisir, mais Monsieur Ponce et sa famille, boulanger de Carcès, qui, avec tout le courage des boulangers, avant de reprendre vraisemblablement son travail à pas d'heure demain matin, a tenu à être présent. Et je lui dis que je suis vraiment désolé qu'à l'heure où on consacre la baguette comme savoir immatériel de l'UNESCO, on laisse tomber pour des questions d'énergie, de politique mal assumée, mal gérée par idéologie, nos hommes et nos femmes, nos artisans, qui ont un tel savoir-faire, qui ont un tel courage et qui ne manquent pas de clients. Croyez-moi, je serai, comme à tous les artisans, toujours à votre soutien. Alors les vœux d'un député sont nécessairement politiques, vous le comprendrez, les miens le seront, ils ne seront pas très longs, rassurez-vous. L'exercice des vœux est connu, il est parfois convenu, il sert, vous le savez, de rétroviseur et de projecteur. Le rétroviseur c'est 2022, le projecteur c'est 2023, voire plus. Alors nous allons commencer par le rétroviseur 2022.
Pour moi, il commence, vous l'aurez compris, le 19 juin, où la majorité d'entre vous m'avait fait confiance dans ce mandat, je l'ignorais, mais qui s'avère être un mandat en vérité totalement hors norme, mais merci quand même, je ne le regrette pas. Depuis le 19 juin, j'ai beaucoup de plaisir à être amené à me déplacer à votre rencontre dans cette grande circonscription. Bien que confronté à un agenda parlementaire, je ne vais pas me plaindre, mais qui était quand même chargé et mouvementé, j'ai pu me déplacer à 40 reprises dans nos villages, sans compter bien entendu Draguignan, ville-centre, qui, ça compte pas parce que j'y habite, vous le savez, et c'est pas des déplacements, mais qui en qualité de ville-centre de la circonscription, concentre beaucoup d'événements, de cérémonies et de rencontres. Alors 40 déplacements, je ne sais pas quoi en penser, mais à ceux qui affirment que c'est pas assez, je réponds que je ferai mieux. Et puis à ceux qui disent que c'est beaucoup, je réponds que je ferai mieux aussi. Voilà. Comme ça, tout le monde est content. Ces déplacements, ces rencontres me permettent de recueillir quelques sujets que je souhaite vous livrer, qui sont assez transversaux dans nos occupations territoriales. La première, et c'est lié à cette actualité, à notre actualité de 2022, est la gestion des ressources en eau. C'est vrai que c'est un sujet prépondérant en cycle climatique contrarié, c'est un sujet de tension pour les élus, et je dis aux représentants de l'État, qui ne sont pas là, surtout je l'aurais dit quand même en premier, je dis que nous pouvons naturellement accepter les restrictions en eau à condition qu'elles procèdent d'une solidarité régionale et qu'il va à l'avenir devenir difficile d'expliquer qu'on s'alimente avec des citernes en pays de faïence, qu'on vide le lac de Sainte-Croix, qu'on laisse mourir les pelouses et les stades et végétaux à Draguignan, alors qu'on arrose parfois sans limite à Toulon, Saint-Raphaël ou Cannes, souvent avec l'eau captée et stockée dans nos territoires. C'est un premier problème. Le deuxième reste l'aménagement urbain et la gestion des services publics territoriaux. Je m'adresse à madame et messieurs les maires qui connaissent le sujet mieux que moi. Les lois SRU, les lois NOTRe, sont une plaie trop contraignante pour les maires, qui leur enlèvent beaucoup de pouvoir, mais maintiennent entière leur responsabilité. Ils ont la dépense, mais ils n'ont pas la recette, en vérité, notamment en termes de popularité, il faut le dire. Et c'est vrai que la multiplication des programmes immobiliers dans les villages, qui est imposée en premier lieu par l'État, de façon aveugle, est une vraie source d'inquiétude pour nos populations, que vous devez gérer. Et le grognement commence un petit peu à se faire entendre, puisque beaucoup de députés sont d'anciens maires et connaissent vos difficultés qui sont totalement transpartisanes. Ne voyez aucun lien naturellement entre les deux sujets, mais il est vrai que la sécurité et l'immigration non contrôlée touchent désormais nos territoires, je l'ai constaté. Ils sont en proie à la multiplication de centres de mineurs non accompagnés, financés par le conseil départemental du Var, dont je salue également l'absence des représentants. Mais c'est pas grave, il y a une élection début mars, on pourra leur parler. Et aussi confronté au déplacement de la population, promis par M. Macron, qui souhaiterait vider les banlieues et les métropoles pour peupler nos villages, sans se préoccuper une seule seconde de savoir si nos maires, nos élus, disposent des logements, de l'éclairage, disposent de la police, des médecins, de la voirie, des écoles, pour accueillir normalement et dignement une population, tout en préservant la qualité de vie de ceux qui habitent déjà et qui, par leurs impôts et leur travail, permet de solidifier tout le système. Et l'actualité à Trans-en-Provence, je salue les transients qui sont ici, mais aussi encore plus douloureuse au Luc en Provence il y a 10 jours, nous rappelle cette problématique. Je dois naturellement nous parler d'environnement et de gestion des déchets. Ils sont des sujets majeurs pour nos avenirs, que ce soit en termes écologiques ou en termes budgétaires. Et je ne ferai pas de polémique, ces questions doivent être abordées avec beaucoup d'intelligence, de calme, de cohérence. Ça doit se libérer, cette question, du joug des idéologues, mais aussi de certains opérateurs privés historiques dont le cousinage avec certains commence à coûter cher aux contribuables. Je me permets à ce propos de rappeler mon opposition au projet de la Granégonne, qui me semble aussi inutile que mutilant. Et je salue une nouvelle fois ici la présence du maire d'Ampus, Hugues Martin,
qui tente de résister face à ce projet, encore une fois, sans idéologie, et en ayant conscience de la nécessité des difficultés environnementales, mais qui s'y oppose, j'allais dire, de façon argumentée. Je sais, cher Hugues, que vous êtes un peu seul dans ce combat, enfin on est deux, que vous êtes un peu seul, mais courage, quand on est seul et qu'on gagne, c'est encore mieux. Hein. Donc vous me verrez pour Ampus, pour Trans, pour Draguignan, qui sont aussi concernés par ce projet, dans le soutien et en tentant effectivement d'accompagner ou d'éviter ce projet. Je sais que ça vous tient au cœur. Bien sûr, nous sommes tous concernés, nos parents, nos enfants, nous-mêmes, par les déserts médicaux qui impactent chaque jour notre vie quotidienne, notre circonscription, mais quasiment toute la France désormais. La fermeture des urgences à Draguignan, ne nous mentons pas, qui est définitive, hein, est inquiétante. Le service psychiatrique suit, c'est très inquiétant également. Nous avons tous des difficultés pour trouver des médecins, spécialistes ou généralistes, et ça parle beaucoup quand même de la fracture territoriale qui caractérise notre pays entre la ruralité et les métropoles, ainsi que d'un retrait continu des services publics, quels qu'ils soient. Ces sujets resteront importants, ils sont notre vie quotidienne. Mes rencontres avec vous tous me permettent naturellement de rester au contact de ces problématiques qui sont celles tout simplement des gens qui vivent, des citoyens qui vivent dans les territoires. Alors je me permets aussi d'évoquer ce premier trimestre à l'Assemblée nationale, puisque vous m'avez quand même envoyé à l'Assemblée nationale, donc je vais vous en parler un petit peu. Souvent quand je vous croise, vous me demandez « mais comment ça se passe là-haut à Paris ?» Oui, c'est là-haut. Bah écoutez, ça se passe bien, sauf quand ça se passe mal. Et après l'euphorie de l'installation, comme mes collègues, je fus en plein été plongé dans la loi pouvoir d'achat, puis dans les textes budgétaires, tant en commission des finances que dans l'hémicycle. Et ça fut pour moi et mes collègues un épisode de travail sincère et acharné, qui s'est malheureusement achevé, vous le savez, dans la farce des 49.3, je ne sais plus, pourtant je devrais être bien renseigné s'il y en a eu 10 ou 11, mais enfin bon. Il faut dire, farce qui est permis par une forme de soumission de députés qui officiellement ne font pas partie de la majorité, mais qui cherchent à sauver des mandats, ayant conscience que vraisemblablement il s'agit des derniers les concernant. Je pense que cette absence de courage que nous risquons de retrouver dans le cadre de la réforme des retraites est dommageable, et quand on n'a pas de courage, on creuse forcément sa tombe politique. Et c'est ce qui est en train de se passer. Puisque nous abordons l'Assemblée nationale, et je veux vous livrer mon sentiment, l'attitude de certains députés, vous voyez l'hémicycle, moi je suis là, de ce côté, donc tout à fait en face. L'attitude de certains députés m'ont réellement choqué. Réellement choqué, je ne m'y attendais pas, je n'étais pas préparé. Et sachez que j'admets tous les désaccords, j'admets toutes les divergences. Je sais que le pluralisme est le ciment de notre vie en commun, de notre République. Mais je suis tout à fait choqué par l'attitude de ceux qui représentent un cocktail hallucinant de haine, de déconstruction wokiste, d'idéologie un peu arrière-gardiste, d'irrespect généralisé pour tout et pour tous, alimenté par des figures de proue qui parfois se comportent comme des étudiants attardés, exaltés des années 1970. Je leur dis, j'essaye de leur dire, on a aussi des consignes de ne pas trop leur dire, parce qu'il ne faudrait pas créer des incidents inutiles, mais je leur dis, ils ne sont plus la gauche. Ils ne le sont plus depuis longtemps, et ils ont abandonné leurs électeurs et les classes populaires. Alors c'est vrai que certains d'entre eux peuvent prêter à sourire, mais n'oublions pas qu'ils furent à très peu de choses d'un second tour à la présidentielle, que ce soit en 2022 et en 2017, qu'ils pourraient se qualifier en 2027, ce serait, reconnaissons-le ensemble, l'heure du grand choix. Bon, laissons quelque peu nos amis bolcheviques à leurs éoliennes et parlons... excusez-moi, je ne l'ai pas écrit, autrement, moi j'aurais pas pu. Parlons de cette année 2023 à l'Assemblée qui sera agitée.
avec les lois sur les retraites, sur l'immigration, sur la justice. C'est des lois qui s'accumulent. Nous n'avons pas baissé en termes de, j'allais dire, de profusion législative. Ça reste un problème dans notre pays, parce que le travail parlementaire doit s'appréhender aussi dans un temps long, comme le travail de maire doit s'appréhender dans un temps long. Et à ce propos, j'ai donc appris pas plus tard qu'hier que j'ai été nommé président du groupe d'études de l'Assemblée nationale. Alors pas de mon groupe politique, de l'Assemblée nationale, c'est presque un exploit parce qu'il y en a beaucoup qui disent ça. Vous savez pas quoi? Donc il était donc désigné président du groupe d'études sur les prisons et sur les conditions carcérales. Je salue les représentants de l'administration pénitentiaire. Vous savez que je vous défends et que je connais votre métier et les crises de votre métier. Donc, et cette présidence qui, quand même, fait écho à des problématiques de notre territoire, avec la future maison d'arrêt, cette présidence est importante et je l'accueille avec beaucoup de fierté et je vais travailler de façon importante. Enfin, puisque j'évoque les échéances à venir, bien je suis contraint d'évoquer l'état du pays. Je ne vais pas me comporter ou faire le chroniqueur de CNews le matin et le soir, bien sûr, mais quand même, il faudra en finir avec le déclin de notre pays et stopper ce processus incompréhensible de tiers-mondisation de la France. Alors certains nous reprochent l'emploi de ce terme qui est un peu péjoratif, mais il correspond à une réalité factuelle que je vais rapidement vous démontrer. Je pense que c'est la réalité, ce terme est la réalité, parce qu'un pays dans lequel il est impossible de se soigner sans avoir du réseau, de la relation, est un pays qui ressemble un peu au tiers-monde. Je pense qu'un pays où on ne trouve pas en 2023 des antibiotiques ou du paracétamol pour les bambins, dans lequel les hôpitaux ferment, où on continue à supprimer des lits malgré les pandémies, où l'on diffère les opérations et la mise en œuvre de traitements de chimiothérapie, est quand même un petit peu un pays du tiers-monde. Je pense qu'un pays qui instruit mal sa jeunesse et qui ne lui apprend pas le respect de l'autorité, le respect des anciens, où la bureaucratie ne recule jamais, est quand même un pays en voie de tiers-mondisation. Je pense qu'un pays à l'inflation à 2 chiffres, où l'essence a été rationnée 3 mois, dans lequel l'énergie n'est plus accessible facilement, n'est plus un pays moderne. Je pense qu'un pays endetté pour 4 générations se rapproche au niveau des statistiques du pays d'un tiers-monde. Je pense qu'un pays qui comporte une classe politique à bout de souffle, qui ne se bat que pour garder des mandats et des subventions, et où l'octroi des décorations ne récompense que la soumission et la vassalité politique et non plus le sang versé, est un pays du tiers-monde. Alors, mes amis, c'est des vœux, pas de défaitisme, et si j'étais défaitiste, je ne me serais pas engagé dans ce parcours personnel qui, croyez-moi, au départ, n'était pas évident. Il faut cependant, je vous le dis, avoir foi en l'avenir. Je sais que la France est demeure un grand pays. Nous avons un patrimoine, nous avons un héritage, des savoir-faire, nous avons une histoire. L'État peut compter sur des centaines de milliers de vrais serviteurs. Certains sont ici parmi nous. Nous savons créer, nous savons entreprendre, nous savons rechercher, nous savons investir. Eh bien, je continue de croire et je crois en notre résilience. Bien entendu, elle devra passer par 3 qualités qui, pour certains, sont des gros mots, mais qui sont le courage, l'humilité et le travail. Je tente modestement dans ma vie comme de mes fonctions d'avoir ces 3 vertus. Je tente de les imposer à mes enfants, de les insuffler à mes connaissances. Et nous devons pas céder au défaitisme. Les Français et les Françaises ne doivent pas se résigner. Nous sortirons ensemble, je le sais, du tunnel. Un alignement des planètes politiques, sociologiques et psychologiques, parce que la politique est souvent de la psychologie, se produira bientôt pour permettre aux courageux, aux respectueux, aux humbles, aux travailleurs d'accéder au pouvoir pour le pays et pour le pays seul, et pour ses habitants et pour eux seuls. Je suis certain que nous sommes au bout d'un cycle politique. Ce qui va se produire en 2027, mais déjà en 2026, est inexorable. Le processus
politique est irréversible car nos gouvernants ne changent pas de cap, ni de méthode. Ils altèrent le pays, ils usent les Français, les assouvissent, ils détruisent leur identité. Et les Français, je me rends compte dans chacun des déplacements, ne l'acceptent de moins en moins et ne l'acceptent plus. Eh bien j'entends, je vous le dis, j'en forme le vœu, prendre part dans cette reconstruction. Je me battrai pour y participer, pour y apporter ma pierre, quelle que soit la modestie de cet apport. J'ai bien le souhait que cette reconstruction ait lieu rapidement, et j'aurai besoin naturellement de votre aide, de votre soutien, de vos amitiés, de votre compréhension. Refermant à présent le livre de ces premiers vœux ici, dans ce beau village de Flyosque, je souhaite à tous, pour 2023, du courage, de la réussite, de l'empathie les uns envers les autres, de la compréhension mutuelle, de l'espoir et de la joie. Je vous souhaite d'être libre et heureux. Je vous souhaite d'aimer et être aimé, de toutes mes forces. Et qui que vous soyez, quelles que soient vos idées, votre culte, vos origines, je souhaite que vous soyez tenus à l'écart en 2023 des accidents de la vie, des deuils et de la maladie. Je vous présente du fond du cœur, à tous pour 2023, tous mes vœux de bonheur dans le plus beau pays du monde, qui est notre pays, qui est la France. Vive 2023, vive la France et bonne année à tous. Et naturellement, comme nous sommes un lieu de tradition, le verre de l'amitié, naturellement, vous attend. Pour paraphraser un élu célèbre, plus les discours sont courts, plus l'apéro est long. Merci.